Malgré l'abandon du projet d'aéroport à Notre-Dame-des-Landes, les zadistes sont toujours là. Il y a ceux dont le gouvernement voudrait légaliser la situation et l'installation. Il leur a donné jusqu'au 23 avril prochain. Et puis ceux qui s'accrochent, qui se sont rassemblés hier à Nantes avec des violences et qui se rassembleront aujourd'hui dans une ZAD sous tension. Bonjour Eddy Fougier. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin en direct sur Europe 1, spécialiste des mouvements contestataires, auteur notamment de Les zadistes, la tentation de la violence. C'est paru pour la Fondapol. Eddy Fougier, on ne comprend pas. On comprend pas. Les adultes, les zadistes, plus on les évacue, plus il y en a. C'est ce qui s'est passé cette semaine. Des gendarmes, des zadistes, on les évacue et ils reviennent toujours plus nombreux. Effectivement, on a du mal à comprendre ce qui se passe. Lundi, officiellement, si on écoute les autorités publiques, ils étaient 250 et à la fin de la semaine, les autorités publiques expliquent qu'ils ont expulsé tout ce qui était expulsable et ils sont 700. Donc on a un petit peu de mal à comprendre. L'État s'était donné pour objectif d'expulser 40 squats. Il en a fait 29 en disant qu'il avait terminé le job. Il explique que les départementales sont évacuées. Or, il y a, quand on voit ce qui est écrit dans la presse locale notamment, il y a des barricades à nouveau sur ces départementales. Il n'y a pas de réoccupation qui est envisagée, c'est pour ça que les 2500 gendarmes restent sur le terrain. Et en même temps, les zadistes, vous l'avez dit, aujourd'hui vont reconstruire. Ils reconstruisent déjà, ils sont plus nombreux, ils reconstruisent déjà. Donc il y a sans aucun doute une erreur d'interprétation du gouvernement qui consistait à dire on va abandonner le projet d'aéroport parce qu'il n'y a pas de consensus et ça va faciliter l'évacuation de la ZAD. Or, ça n'est pas du tout ce qui est en train de se produire parce que les zadistes restent sur place, ils veulent continuer à mettre en œuvre leur communauté alternative. Si on ne comprend pas la situation si clairement, si c'est si compliqué de les évacuer, c'est aussi parce qu'il y a l'obsession. Évidemment, il y a eu des blessés cette semaine, mais il y a cette obsession qu'il n'y ait pas de mort, qu'il n'y ait pas de dérapage. C'est essentiel. C'est pour ça qu'on prend son temps et que ça ne va pas aussi vite. Il y a deux jurisprudences. La première, c'est l'opération César en 2012. C'est-à-dire il y a eu une première évacuation très compliquée avec effectivement beaucoup d'images qui étaient plutôt en défaveur des opérations des forces de l'ordre, d'où aujourd'hui, vous l'avez remarqué, le cadenassage de la communication. Les images sont uniquement proviennent de la gendarmerie. Ça a été suivi quelques semaines après par une réoccupation, donc c'était quelque chose de plutôt humiliant pour les forces de l'ordre et pour l'État. Donc ça, c'est quelque chose qu'ils ne veulent pas revivre. Et puis la deuxième jurisprudence, c'est bien sûr Rémi Fraisse en octobre 2014, avec ce décès d'un militant à Sivens. Plus jamais ça. Entre 7 000 et 10 000 manifestants hier à Nantes, Eddy Fougier, des affrontements avec les forces de l'ordre. Comment vous comprenez ce regain de tension alors même que l'objet du mécontentement a disparu ? Et comme je vous le disais tout à l'heure, le problème dans l'interprétation que l'on fait du zadisme, c'est que ça n'est pas uniquement un mouvement qui bloque et qui sabote. C'est aussi un mouvement qui veut créer dans des espaces dits libérés, je reprends leur terme, une communauté alternative, une communauté autonome qui vise notamment à une autosuffisance alimentaire, énergétique, qui se base sur des principes différents, libertaires, qui veut mettre en place ici et maintenant un monde post-carbone, post-pétrole, post-croissance. Donc c'est quelque chose qui intéresse pas mal de gens. Un monde post-légal ? Et post-légal et peut-être post-vérité en partie aussi, oui, c'est sans aucun doute. Mais quand on regarde au-delà de la ZAD, effectivement, on voit qu'il y a de plus en plus de communautés. Alors, c'est pas nécessairement une vague qui va tout submerger, mais il y a de plus en plus de communautés autonomes qui sont souvent sur des bases légales, qui se mettent en place. Alors, on voit les clichés avec les cabanes dans les arbres, les yourtes, les toilettes sèches, mais c'est quelque chose qui travaille la société. Il y a une tentation de sortir du système au-delà de la tentation de l'antisystème. Alors justement, on va quitter la ZAD précisément, mais on va y revenir, mais on va aller vers les facultés, parce que dans certaines facultés occupées aujourd'hui, s'exprime une solidarité avec les zadistes, peut-être des comportements pas identiques, mais une volonté de rester, de bloquer, d'occuper, de s'installer tranquillement. Comment vous comprenez sinon les sympathies, les connexions ou les convergences entre la radicalisation de tout petits groupes dans des facultés et ce qui se passe dans les ZAD? Vous faites des ponts ou des parallèles, un peu osés. Hein, mais... Il peut y avoir alors il y a la notion de convergence des luttes qu'on entend à de très nombreuses reprises dans la bouche des militants, mais déjà d'un point de vue sociologique,
ceux qu'on trouve au sein des ZAD sont souvent des jeunes qui sont diplômés, qui sont un petit peu dans une situation d'intellectuels précaires, qu'on retrouvait aussi place de la République au moment de Nuit debout. Il y a pas mal d'enquêtes qui avaient été faites de ce point de vue. Donc, on peut comprendre, il y avait aussi beaucoup de lycéens qui avaient manifesté en 2016, on s'en souvient, contre la loi El Khomri. Ceux-là sont peut-être maintenant à Tolbiac ou ailleurs, sur les bancs des facultés. Donc il y a eu une radicalisation au sein de certains groupes et qui aboutit effectivement à cette idée d'action directe, avec des guillemets, parce que c'est assez connoté historiquement parlant en France, mais de blocage, de sabotage. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'effectivement, un des présidents d'une université a expliqué qu'il ne voulait surtout pas de ZAD au sein de sa propre université. Donc il y a des éléments communs, ça c'est certain. Vous avez dit action directe. Est-ce que l'idée zadiste, l'idéologie zadiste est en train de se détacher de ce qu'elle était dans les années 70, c'est-à-dire ces mouvements écologistes? Dans les années 70, il y avait évidemment l'extrême gauche qui triomphait. Est-ce qu'il y a quelque chose de nouveau maintenant dans la contagion et dans l'idéologie que véhiculent ces groupes? Ce qu'il y a de nouveau par rapport aux années 70, un jour j'avais écrit que les zadistes étaient des hippies dans une ère survivaliste et un petit peu nihiliste. La grande différence, c'est que effectivement, aujourd'hui, dans les années 70, l'extrême gauche avait le sentiment que le vent de l'histoire soufflait dans ses ailes et qu'elle pouvait éventuellement envisager une révolution. Aujourd'hui, dans ces mouvements, il y a souvent une sorte de sentiment d'impuissance, de renoncement par rapport au système. Et c'est pour moi la force des zadistes. Eux parviennent à bloquer, d'un point de vue très concret, des maillons du système, entre guillemets. Et on l'a vu à Sivens, on le voit à Roibon en Isère où ils bloquent le projet de Center Park, on l'a vu à Notre-Dame-des-Landes, et en même temps, dans ces espaces assez limités, ils mettent en place, ici et maintenant, pour reprendre l'expression des années 60-70, une alternative. Oui, parce que l'extrême gauche, elle promet le grand soir, et puis il arrive jamais, c'est toujours après-demain. Eux, les jardins, les potagers, les cabanes, l'autogestion, c'est tout de suite, là, on peut camper. Exactement. Et ça marche. Ils peuvent, ça marche entre guillemets, c'est-à-dire de façon concrète, ils peuvent montrer qu'il y a une alternative, que les idées qu'ils mettent en avant dans l'espace public aboutissent à des résultats concrets. Notamment, prenons un cas très très concret, Notre-Dame-des-Landes était en situation d'autosuffisance alimentaire. Ils envoyaient même des vivres à Calais. Donc, je ne dis pas que c'est la solution, mais en tout cas pour eux, il y a des résultats concrets. Parlons de demain, de l'avenir, c'est le 23 avril. C'est une échéance fixée par le Premier ministre pour permettre à ceux qui le souhaiteraient de légaliser leur situation. Ce 23 avril, c'est une échéance, c'est une ouverture ou c'est encore un ultimatum ? C'est un peu des deux. Effectivement, il y avait déjà la première échéance du 31 mars pour effectivement favoriser ceux qui pouvaient déposer un projet à la préfecture. Là, c'est un nouvel ultimatum, entre guillemets. Est-ce que ça va fonctionner? Sans doute pour certains qui vont se dire, bon, c'est peut-être la dernière chance. D'autres vont se dire, pourquoi on ferait cette concession à l'État alors qu'il y a les policiers sur place et que ça ne marche pas aussi bien que ça? Donc je ne suis pas certain qu'il n'y ait pas d'autres échéances à venir. Eddy Fougier, merci à vous. Je rappelle que vous avez publié Les Zadistes, le nouvel anticapitalisme, et Les Zadistes, la tentation de la violence, pour la Fondation pour l'innovation politique. Merci à vous.